Bonsoir, je vous invite à prendre place. Et je veux vous dire un mot très bref de bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous à Léonard Paris, le laboratoire du futur des villes et des infrastructures qui a été créé par Vinci qui, ceux qui sont déjà des fidèles de nos rencontres le savent déjà, a été inauguré voici 6 mois. Alors, Léonard Paris, je serai très court. C'est un lieu d'abord de travail, de coworking pour les innovateurs de Vinci, mais pas seulement. Pour tous ceux parmi leurs partenaires, leurs clients, les startups et au-delà, qui travaillent, réfléchissent, conçoivent, construisent précisément ces villes et ces infrastructures de demain. C'est aussi, et c'est surtout ce soir, un lieu de rencontre qui est ouvert à des publics très larges, à tous les publics, à tous ceux qui s'intéressent à ces sujets, que nous animons de manière très très régulière avec des conférences, des rencontres qui se tiennent en règle générale autour de 2 fois par semaine, sur des thématiques très variées. C'est aujourd'hui la 2e fois que nous vous réunissons ou vous proposons de venir à notre rencontre pour parler de construire la ville zéro carbone. Claire vous demandera si vous étiez nombreux déjà à suivre le premier épisode et elle vous annoncera le prochain. Ce que je voulais vous dire, c'est que le programme de cette fin janvier est chargé à Léonard Paris. Nous nous rencontrons dès aujourd'hui. Dès lundi, vous êtes également les bienvenus et vous pouvez vous renseigner sur cet événement sur le site de l'un de nos grands résidents, la Fabrique de la Cité, qui est le think tank qui réside ici. Qui prononcera ses vœux lundi soir en ce même endroit et profitera de cette occasion pour organiser un dialogue entre l'économiste Pierre Vels et le géographe Jacques Lévy sur le fait métropolitain et qui fera intervenir également l'historien des techniques Antoine Picon, qu'on voit assez peu souvent à Paris et qui est un intervenant passionnant. Donc notez-le pour ceux qui s'intéresseraient précisément à ces thématiques et plus spécifiquement aux thématiques urbaines. La Fabrique de la Cité vous attend donc lundi soir à 19h. Un autre événement que je voulais vous annoncer, jeudi, la semaine prochaine, nous allons rendre compte de la petite expédition que nous avons entreprise à une quinzaine du groupe Vinci à CES, Consumer Electronics Show. Tout le monde en a entendu parler, bien évidemment dans la presse, une énorme foire à l'innovation numérique, aux technologies, dans laquelle, si on cherche bien, on va trouver des tendances, des technologies qui sont très significatives pour précisément le futur des villes et des infrastructures. Et puis, dernier événement en préparation, mardi 29, donc ce sera le 3e épisode de ce cycle donc, de 3 événements, donc le dernier, portant sur construire la ville zéro carbone, où on se posera la question des enjeux plus spécifiques de la construction du neuf et de la rénovation des bâtiments zéro carbone. Bref, beaucoup d'événements à venir également en février. Pour vous tenir au courant de tout ce qui va se passer, notamment sur des sujets d'intelligence artificielle, d'adaptation des villes au changement climatique, la meilleure façon de faire, c'est encore de vous abonner à la newsletter sur notre site leonard.vinci.com ou de nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, je vais vous laisser maintenant entre les mains de Claire Gervais, qui est membre de l'équipe de Léonard, qui va introduire, animer cette rencontre consacrée, vous voyez tout à l'heure, à la part des matériaux et des nouveaux matériaux dans justement la construction de cette ville zéro carbone. À bientôt et bonne soirée. Merci beaucoup Mathieu. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'animer ce soir ce 2e volet de notre cycle sur la construction de la ville zéro carbone. Alors, pour introduire notre sujet, je voudrais rappeler un fait qui est simple, mais qui est loin d'être anodin. C'est le fait que les matériaux constituent le premier poste d'émission de la phase chantier. Phase de construction qui compte elle-même pour 60% dans le calcul de l'empreinte carbone d'un bâtiment neuf. Alors, certes, les postes d'optimisation d'un bâtiment neuf sont nombreux, car comme nous avons pu le voir d'ailleurs lors de la première rencontre, et j'en profite pour faire un petit sondage parmi vous,
Qui a été présent le 4 décembre dernier lors de notre première rencontre sur les enjeux du zéro carbone? Nous avons quelques mains qui se lèvent. Très bien, donc nous avons quelques assidus, mais assez peu, donc c'est bien. Notre première table ronde sera l'occasion de reposer un peu les bases des enjeux du calcul carbone. Et donc je reprends donc, sur les postes d'optimisation qui, en effet, sont nombreux, parce que le bilan carbone englobe toutes les étapes du cycle de vie d'un bâtiment, de la construction à l'exploitation jusqu'à sa démolition. Les sources d'énergie utilisées, l'optimisation de l'espace, les usages du bâti sont autant de pistes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais la question des matériaux reste déterminante et furieusement d'actualité. D'ailleurs, il est difficile de passer une semaine sans découvrir un article qui vante les mérites du bois ou des bétons innovants dans une construction neuve. Alors, ces matériaux vont-ils devenir incontournables pour tout projet de construction ? Ou la réponse se trouvera-t-elle dans la combinaison entre matériaux conventionnels et matériaux innovants? Du coup, nous vous proposons ce soir d'approfondir cette question en 2 temps, avec une première table ronde où nous parlerons de la part des matériaux dans le calcul de l'empreinte carbone, et une deuxième table ronde ensuite avec des experts des matériaux de la construction. Chaque table ronde sera suivie d'un échange d'environ 10 minutes où vous pourrez poser vos questions à nos intervenants. Du coup, commençons dès à présent avec les enjeux et les outils du bas carbone dans la construction. J'invite du coup dès à présent Nathalie Méhu de Vinci Construction France et Anne-Sophie Périssin-Faber de l'Alliance HQE-GBC à venir s'installer. Je vous en prie. Alors, commençons sans attendre avec vous, Nathalie Méhu. Donc vous êtes chef de service solutions durables chez Vinci Construction France, ce qui fait de vous un peu une experte en fait, de l'éco-conception des bâtiments. Du coup, j'en profite pour vous demander de revenir rapidement sur le cadre réglementaire et les principes du calcul carbone. Oui, je ne sais pas ce qu'il faut la lire. Bonjour à tous. Alors comment aujourd'hui ça se passe sur un projet neuf ? Puisque là, aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur le neuf, qui est déjà un enjeu en soi, même s'il faut quand même garder à l'esprit qu'aujourd'hui, la construction neuve, c'est qu'une part du marché de la construction, puisque le vrai jeu, ça va être sur l'AREA. En ordre de grandeur, on construit en neuf à peu près 1% du parc par an. Donc, c'est un enjeu. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse déjà bien sur le neuf pour essayer d'apaiser un peu l'AREA qui suivra derrière. Alors comment on compte aujourd'hui? On compte effectivement, c'est tout nouveau, on commence de compter du carbone. Alors pourquoi on en parle beaucoup? Parce qu'il y a une évolution réglementaire en 2020. Pour tous les projets neufs, il faudra qu'on compte du carbone. Et donc il va falloir qu'on atteigne des seuils carbone. Et pourquoi ça change? Vous allez me dire, parce qu'aujourd'hui on comptait que de l'énergie. Alors juste pour rappel, j'ai pas d'écran de retour, c'est bon. Je vous ai juste remis en grands axes, mais aujourd'hui sur du neuf, en fait, on comptait ce qu'on appelait la réglementation thermique, qui parle que d'énergie sur certains usages, et c'est ça qui fait foi, point. Donc aujourd'hui, quand on conçoit un bâtiment, on le conçoit avec ces réflexes-là, avec la façon de... L'idée, c'est pendant l'usage de baisser au maximum les consommations. Donc on parle beaucoup de bâtiments basse consommation, bâtiments énergie positive, etc. Gardez à l'esprit que finalement, tout est question un peu de périmètre aussi. Qu'est-ce qu'on compte et comment on le compte? Mais en 2020, on veut changer la donne parce qu'on se dit, l'énergie, on est arrivé un peu, ça y est, les bâtiments basse consommation, on sait faire, etc. Mais il faut qu'on aille un peu plus loin parce qu'on s'aperçoit que ça ne suffit pas. Du coup, on introduit de nouveaux indicateurs et de nouvelles façons de compter en se disant, on ne va pas regarder juste une photo à un moment donné. On va venir regarder un peu plus largement quel est l'impact environnemental global de la construction sur l'environnement. Et du coup, il y a une méthode unique aujourd'hui, c'est l'analyse de cycle de vie. On vient introduire, on compte l'énergie, mais pas que sur les postes, qui sont aujourd'hui de l'ART, mais on va compter tous les postes, donc je vais compter tous les éclairages possibles. En fait, tout ce qui coûte aujourd'hui de l'argent en termes d'énergie. C'est tout ça qu'on va venir compter cette fois-ci en quantité d'énergie. Donc on parle de tous usages, et le carbone, du coup, comment on le compte dans tout ça? Alors l'analyse de cycle de vie, c'est quoi? C'est simplement d'essayer de se reposer la question, comment je construis? Je construis avec quoi? De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Et qu'est-ce que ça a généré comme impact?
Finalement, vous allez construire un mur, vous allez mettre un matériau, on va parler de bois et de béton tout à l'heure, mais ça peut être d'autres matériaux. Il a peut-être fallu de l'énergie, du transport, etc. pour créer ces matériaux. On est venu les puiser à un moment donné, les créer et compagnie. Donc on va compter tous ces impacts qu'on appelle de fabrication de matériaux aujourd'hui dans la construction. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas moi qui est responsable. Moi, j'achète le revêtement de sol, j'achète la vitre, etc. Aujourd'hui, l'idée, c'est ça. C'est que sur de la construction neuve, on va devoir respecter des seuils en comptant tout ce qui s'est passé avant, ce qui, finalement, était mis chez d'autres. Et puis, forcément, il y a la mise en œuvre. Hein. Donc, un chantier, on voit à peu près à quoi ça ressemble. Il y a des bungalows, il y a une grue, il y a plein de transports, il y a du bruit, etc. Donc ça, c'est assez facile. On sait à peu près quantifier ces nuisances-là et les transformer en carbone. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mise en œuvre. Puis après, il y a ces fameux vie en œuvre. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes utilisateur de votre logement, quand vous prenez aujourd'hui les transports, quand on vient habiter dans un logement, quand on vient travailler dans des bureaux, je vais avoir besoin d'électricité pour mon ordinateur, j'ai besoin de chauffage parce que les 19 degrés c'est bien, mais si je reste tout le temps à la même place, au bout d'un moment j'aimerais mieux 21, etc. Donc tous ces usages-là, l'ascenseur, tout, je viens tout compter. Donc ça, c'est la vie en œuvre. Et puis, il faut bien que ça s'arrête à un moment donné parce que on calcule un cycle de vie. Donc on imagine qu'au bout de 50 ans, et ça c'est aujourd'hui une durée conventionnelle de durée de vie, donc j'insiste sur le mot conventionnel, ça ne durera pas 50 ans, il y en a qui dureront 30, il y en a qui dureront 120 ans. Mais globalement, on compte sur 50 ans, de façon à imaginer que on va venir déconstruire la totalité et que tout redeviendra ressource. Alors c'est un vœu pieux, hein. L'idée c'est à un moment donné que tout ça ce soit circulaire, et qu'on puisse réutiliser tous les matériaux. Donc ça, finalement, c'est la seule méthode de calcul. Et puis, juste, et on en reparlera, mais perdez pas de vue, on parle aujourd'hui de carbone. C'est effectivement un enjeu parce que c'est nouveau. On va le voir au cours de la conférence, ça bouscule un peu des réflexes. Mais ça ne sera pas les seuls enjeux parce qu'à un moment donné, de faire zéro carbone, c'est chouette. Hein. Ça s'affiche super bien, il va falloir qu'on y aille. Les solutions, on les a peut-être pas tous, mais si on fait zéro carbone, est-ce que finalement j'ai un bâtiment qui est bon pour le confort? Est-ce qu'on va être bien dedans? Donc est-ce qu'on va venir l'utiliser? Est-ce que je ne vais pas avoir d'autres nuisances telles que des pollutions de l'air à l'intérieur, etc. Parce que j'aurais utilisé des matériaux peut-être innovants qu'on n'a pas forcément autant de retours d'expérience que sur d'autres matériaux. Est-ce que je ne vais pas avoir d'autres choses? Donc c'est vraiment, on va venir parler de performance globale et aujourd'hui l'analyse de cycle de vie, elle sert à ça. Parce que dans cet ACV, aujourd'hui, je regarde uniquement l'énergie et le carbone, mais demain, je vais venir regarder plein d'autres indicateurs. Mais ce sera toujours les mêmes bases de données qui seront questionnées et la même méthodologie de calcul. Très bien. Merci beaucoup, Nathalie. Je me tourne directement vers vous, Anne-Sophie Péry-Saint-Faber. Vous êtes la directrice donc, de l'Alliance HQE-GBC, qui est une association de professionnels œuvrant à la promotion et à la diffusion de modes de construction plus durables. Alors, première question, histoire d'un petit peu situer votre activité, votre action au sein de cette alliance. Comment vous accompagnez les acteurs de la construction dans ce changement de paradigme? Allumez-le. Voilà. Avant de les accompagner, je dirais, on crée le changement de paradigme. Effectivement, on est ravis de voir aujourd'hui l'ampleur que ces sujets prennent avec effectivement la préparation de la nouvelle réglementation environnementale. Et je dirais, on n'y est pas pour rien dans l'histoire, complètement, puisque ces sujets, on les traite depuis 10 ans, au moins, au sein de l'Alliance, avec des travaux précurseurs qu'on appelle dans un programme collectif qui s'appelle HQE Performance. Et donc, on prépare ce terrain pour changer les paradigmes. Alors, effectivement, on parle aujourd'hui des bâtiments neufs. Nous, on continue le chemin, puisqu'on a commencé aussi des travaux sur le parc existant. Donc voilà, créer ces changements de paradigme, préparer ces sujets pour pouvoir ensuite effectivement les passer dans les pratiques professionnelles. C'est vraiment une des missions clés de notre association, avec tout ce travail d'incubateur, d'innovation. Alors ça, c'est un des sujets. Un autre, c'est bien sûr de participer à ce mouvement collectif, dans le faire savoir aussi. On y participe ce soir et ça nous arrive souvent, je dirais partout en France, d'essayer de partager ces connaissances et d'amplifier le mouvement. On va retrouver aussi, bien sûr, ces exigences dans les bâtiments qui sont certifiés HQE, puisqu'on va retrouver ces principes d'analyse de cycle de vie dans nos référentiels.
Et c'est une façon pour nous de pousser aussi au développement de ces nouvelles pratiques. Et puis enfin, on a un rôle particulier également dans ce changement de paradigme, puisque une des données clés pour faire ces calculs qu'a évoqué tout à l'heure Nathalie, c'est ce qu'on appelle les FDES et les PEP, donc ces fiches de déclaration environnementale et sanitaire, à la fois des matériaux, en fait, des produits, des équipements qui nous permettent de connaître ce fameuse empreinte environnementale de ces sujets. Et donc, dans une analyse de cycle de vie, sans ces informations-là, vous n'arrivez pas à faire votre calcul. Et donc, l'Alliance a un rôle particulier là-dessus, puisqu'on est le gestionnaire et le propriétaire de la base de données française qui regroupe l'ensemble de ces informations qui s'appelle la base IGNES. Donc on est le pourvoyeur d'informations, je dirais, pour tous les acteurs qui, effectivement, les utilisent de façon très transparente aujourd'hui, puisque c'est du web service direct dans les logiciels d'ACV. Mais effectivement, on gère les données et bien sûr toute leur qualité également sur ces sujets. Très bien. Nathalie, j'avais l'impression que vous aviez envie de rajouter quelque chose. D'accord. Du coup, pour rebondir et pour revenir sur le sujet des matériaux, toujours Anne-Sophie, que font apparaître en fait les outils de calcul de l'empreinte carbone et de l'ACV ? Alors, premièrement, c'est un des points qu'a soulevé Nathalie, on parle beaucoup pour les bâtiments neufs. Il faut savoir que l'empreinte carbone d'un bâtiment, il est totalement différent, effectivement, si c'est un bâtiment en classe G ou si c'est un bâtiment performant énergétiquement, comme on l'est aujourd'hui avec les bâtiments sous RT 2012, puisque on a, grâce à tous les efforts qu'on a fait sur la performance énergétique, en fait, on a réduit fortement le poids carbone du bâtiment. Aujourd'hui, effectivement, comme on a réduit le poids carbone lié à la consommation d'énergie sur les postes réglementaires, en fait, on a d'autres enjeux, d'autres leviers qui apparaissent si on veut continuer à diminuer notre impact. Et donc, c'est, par exemple, un des éléments significatifs, c'était effectivement de se rendre compte qu'aujourd'hui, la consommation d'usage réglementaire qu'on compte toujours en énergie, finalement, c'est devenu qu'un tout petit bout de sujet sur l'ensemble des enjeux carbone d'un bâtiment performant énergétiquement. D'accord. Et du coup, justement, comme on parle d'une forte réduction... vous avez encore des choses à peut-être ajouter ? Ok, très bien. Puisque vous parliez justement de la forte réduction du poids carbone dans la construction neuve, je voulais poser la question à vous, Nathalie Méhu. Quelle est la part chiffrée des matériaux dans ce calcul ? Alors, ce qui est un peu délicat en soi et qui nous bouscule un petit peu, c'est que finalement, on a l'impression que ce qui pèse dans un bâtiment, c'est la structure. Parce que c'est ce qui pèse lourd en termes d'argent, puis en termes de poids, quoi. C'est un truc qui se voit. Sauf qu'en fait, quand on fait une analyse de cycle de vie, on compte effectivement toute cette structure, tous les matériaux. Mais en termes de matériaux, quand on fait de l'ACV, quand on dit matériaux, c'est tout ce qui rentre en compte. Donc tous les équipements sont aussi dedans. L'ascenseur, la centrale de traitement de l'air, votre chauffage, les gaines de distribution, les kilomètres de gaines électriques ou de fils électriques qui alimentent tous les bâtiments. Je viens vraiment tout compter. En fait, je vais faire une analogie qui est peut-être pas super top, mais en attendant, elle existe. C'est qu'un bâtiment, c'est un gâteau. C'est tous les ingrédients qui constituent la recette. Donc on n'oublie pas la levure non plus, quoi. On met tout. Aujourd'hui, du coup, vu qu'on a réduit cet impact usage finalement sur les consommations d'énergie, parce qu'il y a tout un tas de progrès qui ont été faits aussi bien en équipement que on a renforcé l'isolation des bâtiments pour consommer moins, etc. Finalement, le camembert, faisant toujours 100%, forcément, la part des matériaux et des équipements a augmenté. Chose qui n'était pas vraie avec des bâtiments il y a une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, des bâtiments neufs, c'est bien effectivement la part des matériaux sur les 50 ans qui pèse le plus lourd. Donc, ce qu'on appelle du coup la phase construction. Mais encore une fois, ce n'est pas que le chantier dans la phase construction, c'est bien aussi toute la fabrication de tous les ingrédients qui constituent le projet. Résultat, aujourd'hui, on en revient sur ces 60%, comme tu l'as énoncé en introduction. Donc 60%, c'est la part de tous les produits de construction et équipement. Puis à l'intérieur de ces 60%, on se dit, finalement, ça doit être la structure, puisque ça pèse lourd. C'est pas parce que ça pèse lourd en poids que ça pèse lourd en poids de carbone. Donc, parce que derrière, vu qu'on vient tout compter et que les industries sont totalement différentes, etc.,
Et bah, aujourd'hui, une part structure, ce qui pèse lourd dans votre bâtiment en termes de poids, bah, ça représente entre 30 et 40% grand max. Donc j'ai quand même encore tout le reste. Et puis il y a plein de choses aujourd'hui que je ne sais pas bien compter. Je vous ai dit tout à l'heure les distributions de mes fluides, de mes gaines électriques, etc. Mes industries de CVC, de chauffage, de ventilation, etc. Et ben, on n'est pas très près, on n'est encore pas très bien en France pour savoir compter. Et finalement, ça émet quoi en termes de carbone? Alors, il y a deux sujets. Il y a le sujet de qu'est-ce que je rentre en termes de quantité pour faire mon calcul, mais aussi la donnée environnementale que je viens associer. Donc aujourd'hui, tout le monde est dans le train. Il avance plus ou moins vite, mais en tout cas, il est parti. Donc, ce qui est sûr, c'est que tous les industriels sont en train de s'y mettre. Mais parfois, pour ne pas bloquer le calcul, aujourd'hui, les règles de calcul, elles vous donnent des valeurs par défaut. Donc aujourd'hui, on est en train de dire qu'il y a des bâtiments qui sont pas très bien en carbone, mais parce qu'ils ont plein de données par défaut aussi. Donc c'est pas pour ça qu'ils sont si mauvais que ça, en soi. Voilà, donc juste garder à l'esprit, c'est pas forcément ce qui pèse lourd en termes et d'argent et de structure qui va le peser forcément le plus lourd en termes de carbone. D'accord, très bien. Et du coup, entre justement ces structures et ces éléments qu'on ne sait pas encore compter, quel est le principal levier pour encore réduire la part des matériaux dans cette phase de construction, Anne-Sophie? Alors, sur les matériaux, effectivement, il y a plusieurs éléments, plusieurs leviers. Les quantités, donc ça c'est un sujet, la sobriété, comment on arrive effectivement à être au plus juste besoin, répondre aux justes besoins et peut-être prendre un peu moins de marge de sécurité. Avant on n'était pas 1 centimètre près, peut-être qu'aujourd'hui on l'est un peu plus, donc comment on peut gagner sur les quantités. Comment on peut gagner donc forcément sur l'impact des produits qu'on va choisir, et ça alimente le sujet aussi, en sachant que effectivement derrière des mots génériques de famille de produits, on peut avoir des très bons élèves et des très mauvais élèves, donc il faut faire assez attention des fois aux raccourcis un peu rapides qu'on peut avoir. Donc quantité, les impacts environnementaux, le temps, ça c'est pour moi un point important aussi. Alors on fait un calcul effectivement conventionnel, donc on est avec des durées de vie des produits programmés. Après, dans la vraie vie, si on est sur un impact un peu plus réel, cette question d'allongement de la durée de vie des produits et de dire mon sol, il était prévu pour une durée de vie de 10 ans, mais je le change au bout de 5 parce que mon client veut qu'on change de couleur. Bon, voilà, tout ça, c'est des sujets aussi où on a des leviers, je pense, pour agir. Et puis, en fait, ça, c'est ce qui fait... après, on a un diviseur, donc les quantités, les impacts, le temps, et puis on a un diviseur qui est les mètres carrés. Alors, sur les mètres carrés, c'est un levier, finalement, aujourd'hui, encore dont on parle peu. On a plutôt tendance à prendre effectivement l'angle par la question des matériaux et du choix des bons matériaux. Je pense que c'est pourtant un levier extrêmement important. Typiquement, on voit bien que la mutualisation des espaces, que l'intensification des usages, ça vous permet finalement d'assurer le même service dans moins de mètres carrés. Et donc, qui dit moins de mètres carrés va dire moins de quantité, moins d'impact, et donc une vraie capacité finalement de rendre un service avec un point carbone moins. Donc, clairement, on voit, notamment dans le tertiaire, tout ce qui se passe sur ces nouveaux modes de travail. Finalement, il pourrait être un des leviers très importants pour pouvoir effectivement diminuer l'empreinte carbone des bâtiments, c'est-à-dire qu'on a des bâtiments dont le mètre carré va être plus optimisé. Alors ça veut dire aussi, on le sait, un bâtiment dont on intensifie l'usage, parfois il va être peut-être plus impactant, c'est-à-dire qu'il va falloir accepter finalement un poids carbone supérieur parce qu'on va lui demander une fonction plus dense. Mais que finalement, comme on a un diviseur qui va être plus grand, le poids au final il va être plus petit. Donc c'est pas si simple. Enfin, faut vraiment penser numérateur-diviseur. C'est important de diminuer le numérateur, mais on a aussi des vraies clés de levier avec le diviseur. Et puis si je peux compléter, il faut aussi arrêter qu'on raisonne tous chacun pour notre chapelle, quoi. C'est pas juste le bâtiment. Il y a aussi un sujet de quartier. Il y a un sujet aujourd'hui, Anne-Sophie, elle dit peut-être qu'il faut qu'on accepte d'avoir des bâtiments qui pèsent un tout petit peu plus lourd en carbone et peut-être pas viser le zéro.
Mais parce que ça fera toujours moins que si je fais un autre bâtiment à côté parce que j'ai besoin aussi d'un autre parking, etc. Enfin, le sujet des parkings, par exemple, il est facile, il est compliqué en vrai à mettre en œuvre pour d'autres sujets aussi bien juridiques que fonctionnels. Mais aujourd'hui, un bâtiment de bureau où vous avez 3 niveaux de parking en dessous, allez-y le soir, je vous garantis qu'il n'y a pas beaucoup de monde dedans, hein, dans les parkings. Sauf qu'à côté, il y a un bâtiment de logement où il manque des parkings. Donc voilà, cette idée aussi de mutualisation, c'est ça. Alors aujourd'hui, les règles, elles sont imparfaites, hein, elles sont en train de se construire. Et elles ne seront pas parfaites quand elles sortiront, ça c'est sûr. On aura toujours des critiques, etc. Néanmoins, c'est quand même juste la première fois qu'on essaie de se poser ces questions-là. Donc il faut quand même au moins saluer ça aussi en France. Et du coup, dans le secteur de la construction, ça se traduit comment justement? Est-ce que vous essayez de dépasser l'échelle du bâtiment ou vous vous concentrez vraiment sur cette échelle-là? Comment vous intégrez la question du matériau? Voilà, concrètement, comment ça se passe? Aujourd'hui, concrètement, comment ça se passe? Soyons très clairs, on répond aussi à une demande d'un client à un moment donné. Donc, il y a toute cette vague des labels, des envies de celui qui sera le mieux qu'eux. Donc, on n'a pas encore le label zéro carbone, mais il ne se saurait tarder. On pourrait peut-être le lancer. Moi, je dis bon courage, hein, parce que zéro, en général, en termes d'impact, voilà, on a du mal. L'idée, c'est celui qui aura le plus d'étoiles à annoncer à un moment donné, parce qu'il y a d'autres médias, etc., à satisfaire. Néanmoins, comme on va faire aujourd'hui, on compte déjà sur notre projet. On compte effectivement uniquement sur le projet, parce que c'est ce programme-là, c'est un maître d'ouvrage, etc. Maintenant, on a quand même des sujets aujourd'hui un peu plus larges, et notamment en Ile-de-France avec ce Grand Paris, où il y a des sujets de quartier qui sont en train de se mettre, des sujets de comment je peux rassembler différents usages, etc. Il y a pas mal d'incubateurs, de territoires tests tels que Saint-Denis, où on vient imaginer, en fait, via des boîtes à idées, quel pourrait être le quartier de demain, etc. Donc ces sujets-là, ils sont en train d'arriver. Aujourd'hui, très clairement, on respecte la règle et on le fait uniquement pour un bâtiment avec un cahier des charges, etc. Maintenant, on est en train quand même de trouver une histoire à raconter. Et puis, sur certains sujets d'aménagement, il y a une histoire à raconter, effectivement. D'accord. Anne-Sophie? Oui, juste pour dire qu'on est lauréat en fait, d'un appel à projet ADEME sur un projet qui s'appelle Quartier E+C-, dont le pilote du consortium est le CSTB. On est avec, et donc c'est un projet qui retient toute l'attention du ministère. Et dans notre cahier des charges, on a notamment effectivement de trouver les briques méthodologiques qui nous manquent aujourd'hui à l'échelle des bâtiments et de l'expérimentation E+C-, pour pouvoir mieux prendre en compte ces bénéfices qu'on va pouvoir essayer de trouver à l'échelle quartier, justement par cette mutualisation ou par cette idée de faire du collectif. Et donc comment on va réaffecter, un des sujets aujourd'hui, c'est comment on réaffecte ces bénéfices à l'échelle d'un bâtiment. Et donc typiquement, dans le cadre de ce projet, ça fait partie de notre cahier des charges que d'apporter des briques méthodo qui pourront demain forcément être utilisées à l'échelle des bâtiments. D'accord, très intéressant. Moi, je veux juste revenir du coup sur la question des matériaux, qui est un petit peu notre sujet et notre obsession ce soir, avec une dernière question pour vous, Nathalie Méhu, sur donc toujours concrètement dans un projet de construction. Est-ce que les matériaux conventionnels sont compatibles en fait avec cet objectif bas carbone ? Alors oui, tous les matériaux sont compatibles. J'ai pas une recette miracle, sinon ça serait pas drôle parce que l'architecture serait très monotone et on trouverait toujours les mêmes bâtiments. Donc ça serait pas drôle. Donc oui, tous les matériaux sont effectivement compatibles. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas que la structure. Et c'est ça aussi un peu l'enjeu et ce qui est compliqué en fait dans ce sujet de comptabilisation carbone dans le monde de la construction, c'est que ça bouscule clairement les réflexes, les habitudes et les acteurs. Puisque aujourd'hui, n'importe quel projet, vous faites un concours d'archi, etc. Vous développez, vous imaginez des formes, vous imaginez des fonctions, vous imaginez un début de matériaux, etc. Puis après, on applique des règles, mais on fait des photos à un moment donné par silo en se disant c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ça, je vais rajouter ça pour que ça passe, etc. Mais en fait, le carbone, il est en train de bousculer ça parce qu'il va falloir que ce soit une donnée d'entrée. Un autre exemple, aujourd'hui, ce qui pèse assez lourd, mais parce que, aussi bien en termes de données et d'industrie derrière qui est en train de faire ses révolutions, ça pèse pas si lourd que ça, mais en termes de prix dans un ouvrage de bâtiment, les revêtements sols,
Vous allez me dire, bah, je m'en fous un peu, c'est le truc à la fin, allez oui, je vais mettre du parquet, ou je vais mettre du sol lino, ou je vais mettre de la moquette, etc. Bah, ça, pour le coup, ça a un impact carbone énorme. C'est un exemple. Des sujets de couvertine sur des toitures, c'est tout bête. C'est pareil, on s'en fout, on les met tout le temps de toute façon. Donc n'importe quel opérationnel, il va vous dire non mais ça c'est pas le sujet, on verra ça plus tard, ça je le mets à la fin, t'inquiète pas, de toute façon on le mettra. Donc on est en train de bousculer les choses parce que c'est plus du tout ce qui pèse lourd en termes de structure, de réflexe, d'acteurs. À un moment donné, qui sont en train de décider, qui permettent en fait de jouer sur les leviers carbone. Et du coup, très tôt dans un projet de conception, on va venir décider des choix qu'on faisait peut-être, allez, je trace vraiment le trait bien gras, mais la veille de la réception. D'accord. Donc on change, on bouscule complètement les habitudes des constructeurs. Très bien. Merci à vous deux. Alors, maintenant, nous disposons de 10 minutes d'échange avec la salle. Si vous avez des questions, alors juste quelques petites règles pour que vous puissiez poser le plus possible dans le temps imparti. Merci de ne poser que des questions et de réserver vos avis pour la suite et la fin de la conférence. Et des questions courtes, de préférence. Voilà. Donc, s'il y a des personnes qui ont déjà des questions, je vois des mains qui se lèvent au fond. Un micro vient à vous. Bonsoir. Vinci construit son nouveau siège. Je souhaiterais poser une question bête. Quels sont quelques exemples de bons choix en termes de réduction de carbone? On commence fort. Alors celle-là, j'aurais préféré qu'on la garde à la deuxième table ronde, parce que les intervenants sont en train de se bidonner, parce qu'ils ont les réponses, eux. Alors, ils compléteront du coup, mais aujourd'hui, du coup, l'idée de ce nouveau siège, c'est aussi d'être une vitrine, mais aussi en interne, de pouvoir tester des choses. Donc très clairement, ces sujets carbone, ils ont été abordés et ils sont toujours abordés. On ne les a pas forcément abordés que par le sujet matériaux, pour le coup, parce que ces aspects de mutualisation d'espace, on est au cœur du sujet. L'aspect mutualisation de parking, on va rire 2 minutes, je pense. C'est-à-dire que quand tout le monde ne va pas pouvoir rentrer avec sa voiture, je pense qu'il va quand même falloir qu'on change un peu les habitudes. Donc ces sujets-là sont en train d'arriver, notamment dans le nouveau siège Vinci, mais pas que. Et après, en termes de sujets, on a effectivement des bonnes pratiques sur des façades aujourd'hui où on vient mutualiser le vitrage. Il ne va pas servir que de vitrage et de protection vis-à-vis de l'extérieur, mais il va aussi, par exemple, produire de l'énergie. On va venir aussi faire certains ouvrages en béton en se disant je vais faire un challenge, je vais mettre un minimum de ciment dedans, mais par contre ce sera toujours aussi solide. Et du coup, j'aurai moins émis de carbone, etc. Donc on va faire aussi un peu un incubateur de tout plein de petites technologies de façon à essayer de montrer que ça existe en vrai. Voilà. Une autre question? Alors j'ai un monsieur ici, si le micro peut l'atteindre. Bonsoir, moi j'avais une question. Au début, vous parliez des 50 années d'estimation de durée d'usage de l'ouvrage. Si, admettons, on a un ouvrage qui n'est pas destiné à 50 ans d'usage, et contrairement, on sait qu'au bout de 30 ans, il sera détruit, est-ce qu'on a un impact, une pénalité sur le calcul du bilan carbone pour l'obtention de ce label plus c'est moins? Alors aujourd'hui, dans les règles, non. Parce que du coup, vous n'allez pas le dire que vous allez le détruire au bout de 30 ans. Très clairement. Soyons francs, ça va être ça. Par contre, du coup, le sujet va arriver dans l'autre sens. Sur un projet réhabilité, que vous venez changer la moquette tous les 10 ans, ou tous les 5 ans, ou tous les 2 ans, parce que c'est un autre preneur sur ce plateau de bureau, etc. Du coup, aujourd'hui, dans les méthodologies, on est en train de s'imputer comme quoi il y a un reste à amortir finalement. Votre matériau, il avait une durée de vie, et vous ne l'avez pas utilisé en entier. Tant pis pour vous. Si vous l'enlevez, vous le comptez et en déchets, et en plus en reste à amortir comme produit. Donc vous êtes pénalisé, entre guillemets, si vous n'utilisez pas les matériaux jusqu'à leur durée de vie. Donc ça, aujourd'hui, effectivement, sur le neuf, c'est pas encore très clair, et il y a peu de chances que ce soit le cas, mais ça risque d'arriver par d'autres biais.
C'est clair, hein, dans la rénovation, ce qui peut paraître comme une contrainte, en même temps, concevoir un bâtiment pour 50 ans, alors on sait qu'il y a quelques secteurs où on sait on ne fait pas plus que 30, mais il y a quand même beaucoup d'autres secteurs où c'est pas stupide quand même de se dire notamment d'un point de vue structurel, qu'on pense au-delà, voire même au-delà des 50 ans. Et par contre, c'est un vrai bénéfice parce que, en fait, c'est une durée conventionnelle. On sait bien que le bâtiment, il va subir un cycle de rénovation, soit à 10 ans, soit à 30 ans. Et on sait bien qu'avant 50 ans, il aura certainement vécu, ou sera rentré dans une nouvelle vie. Et c'est vrai que ces questions de choix qu'on va faire pour le neuf et les bénéfices qu'on va pouvoir en tirer demain, ça va venir aussi, je pense, dans les réflexions. C'est-à-dire que non seulement on va chercher à avoir un bâtiment qui est bas carbone aujourd'hui, mais on va se poser la question aussi de la dette qu'on va avoir ou pas demain quand on va racheter un nouveau bâtiment, en fait. Et donc ça, c'est important de prendre conscience que voilà, on a le court terme à diminuer notre impact sur notre étude, mais le fait qu'on introduit cette analyse de cycle de vie, ça veut dire que le carbone, il est bien aussi dans le temps, et donc on va pouvoir jouer sur ces curseurs et sur l'allongement de la durée de vie du bâtiment et des produits. Ok, très bien. On a une question au premier rang. Le micro arrive. C'est monsieur juste là. Vous ne parlez pas du tout de stockage de carbone dans les matériaux, par les matériaux. Alors là, ça change beaucoup la donne si on se met à en parler. Alors, j'en parle pas parce que je veux pas empiéter sur la table 2, en fait. Ça arrive Mais après. du coup, je vais faire du teasing. Aujourd'hui, effectivement, vous avez des matériaux où il y a du stockage carbone. Aujourd'hui, dans l'expérimentation E+C- qui sert finalement de commencer à s'approprier les règles de calcul pour demain, c'est pas effectivement inclus. Par contre, dans ce qui va nous tomber dessus demain, c'est en train d'être inclus. Et on arrive effectivement sur ces sujets de matériaux dits biosourcés, ou en tout cas bois, ou à valeur un peu plus naturelle, dirons-nous, où il y a effectivement un stockage carbone plus ou moins naturel. Donc ça, oui. Du coup, simplement aujourd'hui, on n'arrive pas à le mettre dans la même règle de calcul. Donc ça risque d'être un indicateur supplémentaire à venir regarder. Donc on va jouer en fait sur l'énergie et le carbone. Et il faudra dans le carbone distinguer le carbone stockage, qui porte un nom super savant, le carbone biogénique, et le carbone de tout le reste, quoi. Donc oui, ça change la donne. Mais encore une fois, tout dépend des durées de vie, de où est-ce qu'on le met et comment on le met. Et puis, si on ne regarde pas que le carbone, j'ai plein de matériaux aujourd'hui biosourcés que très clairement, c'est des super matériaux. Hein, on y croit tous, hein, on est tous là-dedans. Et c'est pas parce qu'on s'appelle Vinci qu'on fait que du béton. Mais je peux pas les mettre en œuvre parce que techniquement, j'ai pas forcément les mêmes assurances, j'ai pas les avis techniques, etc. Donc, on est en train de bousculer toute cette machine aujourd'hui d'acteurs de la construction pour qui en prend la responsabilité, qui prend la garantie dessus, etc. Juste, je rebondis, parce qu'on parlait du biosourcé, il y a sur le carbone l'enjeu du réemploi aussi. Typiquement, du coup, prendre un produit issu du réemploi par rapport à un produit neuf, et là, du coup, votre produit réemployé, il a forcément déjà une part d'amorti en termes de carbone. Donc, du coup, c'est aussi une façon de trouver des gains, c'est de valoriser ce type d'usage. Puis après, le meilleur carbone, finalement, dans le projet, c'est celui qu'on n'aimait pas. Hein. Et ça, pour le coup, si vous n'arrivez pas à le matérialiser, vous regardez juste là la circulation qu'il y a, vous n'avez pas de faux plafond. Donc vous dites, ah c'est super, je suis arrivée dans un espace où ça fait super style un peu industriel, c'est sympa et tout. Ouais, mais c'est aussi parce que j'ai pas mis de matière en fait. Parce que ça, ces choses-là, ça existait dans les autres bâtiments, mais on met des trucs pour pas les voir. Voilà, le style industriel, c'est secret. Il reste du temps pour une question. J'ai une personne là-bas. Alors, si je peux, ou monsieur, et on vous garde après, madame. On vous oublie pas. Allez-y. Concernant les nouvelles technologies comme l'impression 3D, où est le point de friction le plus important? Est-ce que les matériaux qui sont déjà utilisés sont compatibles, ou est-ce qu'ils doivent être adaptés avec des nouvelles chimies, justement des nouvelles viscosités par exemple? Et dans ce cas-là, le frein est plutôt sur la technologie, ou est-ce que c'est le contraire?
Ah, je vais sûrement pas être la bonne interlocutrice. Si quelqu'un sait répondre dans la salle, je veux bien un ami. Ok, merci. Ah, si. On botte en touche. Ah, bah, ça devient interactif, c'est très bien. Allez-y, monsieur. Donc l'impression 3D peut permettre l'emploi de matériaux en place qui sont sur le site ou pas très loin. Donc grâce en fait, à la mélangeuse, on peut mélanger ces matériaux et en produire un qui marche avec la machine d'impression 3D. Donc ça évite le déplacement de matériaux d'une carrière lointaine jusqu'au site de production. Donc oui, on y trouve un certain intérêt. Est-ce qu'on peut juste avoir votre nom, monsieur, parce que vous nous faites une petite démonstration, mais... Matteo Martino. Oui. Ouais. En fait, je sors d'une visite de Xtree, c'est une start-up qui fait de l'impression 3D, et j'étais cet après-midi. Donc je viens de lui raconter en fait le discours que j'ai eu cet après-midi. Voilà. D'accord, bah, c'est très bien. Voilà, Voilà. merci de nous faire Allez-y, partager. c'est un entrepôt dans Rungis, c'est super. Il y a un gros bras motorisé qui imprime des maisons en 3D. Voilà. Super, merci pour cette information et de nous faire partager les savoirs. On finit juste peut-être avec la dame à l'étage, s'il te plaît. Voilà, Aurélie, si tu peux. Et après, on achève la période des questions. Avec l'impression 3D, on va optimiser les quantités, ça c'est sûr. Pas tout non plus, pas tout. Ça monte déchets de chantier, quoi. Bonjour, vous avez parlé de calcul de carbone à différentes échelles. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous imaginez le transfert de l'échelle de bâtiment à l'échelle de quartier ou de la ville. Quelles sont les différentes formules que vous utilisez? Alors aujourd'hui, en fait, les méthodologies, l'analyse de cycle de vie, en fait, c'est la même, qu'elle soit à l'échelle bâtiment ou à l'échelle quartier, etc. Du coup, juste la petite nuance, c'est que une ACV de quartier, c'est pas l'ACV du bâtiment A plus l'ACV du bâtiment B plus celui du C et puis des routes autour, enfin de tout ce qu'il y a. C'est pas que une addition. C'est une addition, mais aussi des soustractions en fait, puisque finalement on vient décaler ce sujet de mutualisation, de comment je fais, et surtout on vient imaginer en fait. L'idée, c'est de se servir de l'analyse de cycle de vie pour imaginer ce quartier. Et donc, c'est de passer du bâtiment à comment, pour optimiser ces différents impacts environnementaux, je vais venir apporter d'autres services autour pour que les usagers d'un quartier, je ne dis pas qu'il ne faudra pas qu'ils aillent dans le quartier d'à côté, mais qu'ils puissent déjà, sur leur quotidien, avoir toutes les ressources nécessaires à leur phase de vie, en termes de transport, en termes de besoins scolaires, d'équipements publics, etc., de nourriture, au sein même du quartier. Tu veux compléter? Oui. Enfin, aujourd'hui, les outils sont en développement. Je dirais, ils sont plutôt dans les labos de recherche et en train de se préparer avec les professionnels pour devenir des outils disponibles pour tous. Et je pense que tu as cité les grands postes, effectivement, de l'enjeu à l'échelle quartier et ville, que sont les déplacements et l'alimentation. C'est clairement ces deux grands leviers carbone qu'on a à traiter en plus effectivement de l'échelle bâtiment et des infrastructures à l'échelle du quartier. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci. Merci. Et nous enchaînons sans attendre après cette belle première partie sur les potentiels des matériaux les plus employés. Donc j'invite dès à présent Mathieu Desoblio et François Cusig à nous rejoindre. Installez-vous, je vous en prie. Alors, donc, merci à vous deux d'être présents. Alors du coup, nous avons rapidement évoqué avec Nathalie Méhu les matériaux conventionnels. Donc je commence avec vous, François Cusig. Vous êtes expert béton chez Vinci Construction France. Donc forcément, pour démarrer, j'ai une petite question. On pourrait penser un peu choc. Le béton, qui est le matériau incontournable de la construction, est-il toujours compatible avec les nouveaux objectifs environnementaux imposés par la réglementation? Bonsoir. Oui, il peut l'être, parce qu'en fait, le béton est un matériau il faudrait plutôt parler des bétons que du béton. Donc c'est un matériau qui est multiple, qui est évolutif, même si ce n'est pas forcément perceptible de façon sensible. Il y a beaucoup d'évolutions autour des bétons et de leur formulation. Et juste pour situer un petit peu le contexte,
Donc j'ai ici pris l'exemple d'un béton classique utilisé sur un ouvrage de bâtiment pour montrer en fait quels sont les leviers qu'on peut utiliser justement pour optimiser, réduire au maximum l'impact carbone. En fait, on voit, puisqu'aujourd'hui c'est des choses qu'on fait assez classiquement, de comptabiliser le carbone dans nos formules de béton, on voit que la partie, je dirais, transport de matériaux, elle est souvent très faible parce que par nature, le béton c'est un matériau local, c'est-à-dire c'est un matériau qu'on ne transporte pas sur de grandes distances, qu'on fabrique avec des matières premières qui sont locales. Et donc, au final, on voit que le poids du béton en termes d'émissions de carbone, essentiellement, il est porté par le ciment ou le liant. Donc, dans l'exemple qu'on voit ici, c'est environ 90%. Et ensuite, on est capable aujourd'hui de faire varier effectivement l'impact du liant. Donc, il y a eu un certain nombre d'efforts qui ont été faits depuis quelques années, déjà par l'industrie cimentière, pour réduire les émissions de carbone au niveau des cimenteries. Donc, il faut savoir qu'il y a une part qui est incompressible parce que c'est lié au process même de fabrication du ciment traditionnel, décarbonatation du calcaire. Mais après, il y a tout l'aspect cuisson. Et donc, il a été possible de réduire cette part-là par l'utilisation de plus en plus courante de combustibles de substitution. Bon, il n'empêche que le ciment habituel, il est quand même donc assez émissif. Mais après, c'est ce qui figurait ici sur, je ne sais pas, c'est en bas de la diapo, je ne sais pas si tout le monde voit ou si on la masque un petit peu. En fait, on a tout un tas de ciments normalisés et on voit que le facteur d'émission de ces ciments, il varie du simple au triple. Donc on a déjà une possibilité d'ajustement. Et puis on a aussi tous les matériaux qu'on utilise en remplacement en fait, du ciment. Et bien souvent ce sont des déchets et donc avec un poids carbone qui est nul ou quasi nul. Donc on a une palette qui nous permet a priori, enfin qui permet au formulateur de travailler. Après la question c'est comment est-ce qu'on peut jouer avec tous ces constituants pour optimiser. Et là, je pense qu'on va parler un peu de normes et d'évolution justement des normes et des méthodes qui permettent de justifier de formules qui sortent un peu de l'ordinaire. D'accord, très bien. Bonne introduction. Donc forcément, on se posait la question de déjà quelle était la part du ciment qui faisait que c'était le plus, enfin en tout cas dans le béton, qui faisait que c'était le plus émissif, qui était en tout cas sur lequel on pouvait jouer. Et donc, on se pose la question quelles sont les expérimentations en cours en fait pour peut-être le réinventer, pour le rendre encore plus efficient d'un point de vue environnemental. Alors, dans la lignée de ce qui s'est déjà fait sur le matériau, parce qu'il n'y a pas si longtemps, en fait, on définissait un béton par une composition, un dosage en ciment. Donc quand on construisait, on mettait 350 kg pour un mètre cube de béton, et puis on considérait que sur cette base-là, le béton était assez solide et assez durable. On a évolué, aujourd'hui on émet déjà moins de ciment dans un béton courant, parce qu'on vérifie la performance en termes de résistance, de solidité. Ce qui nous manque aujourd'hui, et ce sur quoi on travaille, c'est de pouvoir justifier par des essais la durabilité. Parce que l'avantage du béton dans la construction, c'est sa durabilité potentielle. On parlait justement de durée de vie tout à l'heure des ouvrages, 50 ans qui est la base. Le béton, il a une durabilité potentielle très élevée sans maintenance particulière. Mais la contrepartie de ça, c'est que effectivement, on a appuyé tout ça sur l'expérience des ouvrages en béton et du coup, on a normalisé des recettes relativement traditionnelles. Et donc, pour sortir de ces recettes, il faut être capable de faire des essais qui permettent en quelques semaines de vérifier la durabilité sur 100 ans. Voilà. Donc ça, c'est un sujet très intéressant. Et juste à titre d'illustration, voilà ce qui a été fait sur un chantier à Monaco. Donc ça reprend un peu les composants que je vous ai montrés précédemment. On utilise le fait que localement, on a du laitier, donc c'est un déchet de la sidérurgie. On a des cendres volantes qui sont des déchets des centrales thermiques. Les deux sont utilisés assez classiquement dans les bétons. Et ici, on les a utilisés en grande proportion en remplacement du ciment. Et ça a permis de réduire d'environ 45% le facteur d'émission de CO2, tout en maintenant
un niveau de performance en termes de durabilité et en termes de résistance mécanique équivalent. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas encore inscrit dans le cadre des normes, donc c'est à chaque fois des études particulières pour des projets. Et donc le gros travail qui est en cours, c'est au-delà de ce qui est fait par les uns et par les autres pour trouver des formules nouvelles, innovantes, c'est de déterminer le cadre qui permet de les utiliser avec la même garantie de solidité et de durabilité des ouvrages. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi un besoin du coup de faire évoluer un cadre réglementaire, juridique? Il y a complètement besoin de faire évoluer le cadre réglementaire. Ça me donne l'occasion de dire que c'est très compliqué. Par exemple, quand l'industrie cimentière a essayé d'introduire des nouvelles classes de ciment, donc qui sont moins émissifs en termes de carbone, et ça a pris des années pour avoir ne serait-ce que le mandat, puisque tout se fait au niveau européen. Maintenant, on va avoir le mandat européen pour pouvoir faire évoluer la norme. Ça a pris des années. Donc voilà, il y a un gros sujet aussi d'inertie en termes des normes, mais en tout cas, la profession s'active pour faire évoluer les choses. Et puis, puisque on traite là des actions en cours pour faire évoluer les bétons dans le bon sens, et puis la question avait été posée sur le siège Vinci, donc voilà, quand même. Allez-y, voilà. Profitez-en pour répondre. D'ailleurs, j'avais oublié d'en parler, donc c'est bien que la question ait été posée. En fait, on a deux actions sur le sujet, béton et développement durable. Donc, le premier, c'est de faire du béton sans ciment. Voilà, en utilisant des matériaux alternatifs. Et donc on va réaliser certaines parties d'ouvrage avec ce type de formulation, donc avec une réduction du facteur d'émission qui est de l'ordre de 70%. Voilà, parce qu'il reste quand même d'autres, il n'y a pas que le ciment, il y a d'autres éléments qui en génèrent un petit peu. Et puis l'autre sujet qui va être traité, c'est du béton qui est constitué de granulats issus de la démolition d'ouvrages en béton, donc béton recyclé. Donc il y a tout un niveau d'un bâtiment qui va être fait avec du béton de gravillon recyclé. Donc là, c'est pas forcément le sujet carbone, mais bon, quand même un sujet réemploi, économie circulaire, réemploi. Comme nous avait dit Anne-Sophie dans la première table ronde, le réemploi est quand même un sujet qui va dans le sens d'une diminution de l'empreinte carbone. Donc tout ça va ensemble. Du coup, donc, ce sont quand même des expérimentations, des nouvelles formes de béton qui demandent du temps. J'imagine que ça demande aussi des investissements. À combien s'élèvent ces investissements ? Est-ce que vous avez des fourchettes pour le développement de ces nouveaux bétons? Et est-ce que comment on peut rendre ces produits compétitifs par rapport à des matériaux conventionnels, normalisés, déjà disponibles? Voilà. Est-ce que vous avez des fourchettes à nous donner? Alors, disons qu'il y a deux grands axes. Il y a les investissements en termes de recherche sur effectivement des nouvelles formulations. Et puis il y a tout le travail qui est fait. Alors, autant ces recherches sur les nouvelles formulations sont faites par certains acteurs qui cherchent effectivement à être en pointe sur le sujet. Autant le cadre qui va permettre de justifier ces formulations, c'est des choses sur lesquelles on travaille collectivement. Donc on a un projet de recherche participatif, un projet national qui s'appelle PerfDub, et qui a justement pour objectif de définir la méthodologie qui va nous permettre une plus grande liberté dans la formulation des bétons, et donc de permettre effectivement d'optimiser nos bétons en prenant en compte le cahier des charges, et y compris la partie carbone. Très bien. Donc ça, le projet dont je parle, c'est un projet sur 3-4 ans, et qui représente un coût global d'environ 4 millions d'euros, mais c'est juste pour donner un chiffre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, et dont je n'ai pas forcément l'évaluation financière. C'est surtout du temps qu'il va nous falloir, parce que voilà, il faut le temps ensuite de mettre au point tout ça et de le faire passer dans un cadre normatif. D'accord. Donc le temps réglementaire oui. Pèse beaucoup. Très bien. Merci François. Je me tourne à présent vers vous Mathieu Desoblio. Donc vous êtes ingénieur avant-projet chez Arbonis, donc la filiale de Vinci dédiée à la construction en bois. Alors on parle beaucoup du bois comme de l'alternative la plus écologique en matière de construction. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des bénéfices de ce matériau et de quelle manière il contribue en fait à réduire l'empreinte carbone d'un bâtiment? Bonsoir.
Normalement. Tout à fait. Le bois est issu de l'arbre et de la forêt. On dit qu'il stocke du carbone. Ça vient de la photosynthèse où il va capter le CO2, va garder le carbone pour constituer la matière et rejeter de l'oxygène. On considère qu'un mètre cube de bois, c'est l'équivalent d'une tonne de CO2 absorbé par l'arbre. Ce carbone qui est stocké, ou ce CO2 stocké dans la matière, elle sera restituée uniquement en fin de vie après combustion. Donc si on utilise le bois dans la construction, plus on va en utiliser, plus il y aura d'éléments pour stocker du carbone. Et une chose à savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, la majeure partie des bois sont certifiés PEFC ou FSC, ce qui permet quand on coupe un arbre, on en replante un. Donc il y a un cercle vertueux, ce qui d'ailleurs, en France, les forêts sont de plus en plus grandes et elles ont doublé leur superficie depuis 100 ans. Et on estime que le prélèvement équivaut à uniquement la moitié de l'accroissement annuel. D'accord, très bien. Vous avez encore des choses à ajouter peut-être ? Après, ça c'est uniquement, c'est le matériau, c'est la création du matériau, et ça permet d'avoir un bilan entre guillemets négatif puisqu'il a stocké du carbone, stocké. Après, la production des éléments qui vont permettre à la construction, les poutres, les poteaux, les panneaux, puisqu'on utilise différents, il y a tout un process industriel pour arriver à des matériaux de construction. Cette partie-là va émettre un peu de carbone, de CO2, mais qui peut être en partie ou équilibré par le stockage. D'accord. Une autre petite question pour introduire juste le public à cet enjeu. Alors, je me demandais quelles sont les familles d'arbres les plus intéressantes pour la construction ? Alors, au niveau du carbone, il n'y a pas vraiment de différence entre les différentes essences. On considère qu'un mètre cube de bois, en moyenne, c'est une tonne de CO2, quelles que soient les essences. Après, aujourd'hui, quand on parle de famille d'arbres, la construction, elle utilise principalement du résineux. C'est une question technico-économique. Les résineux poussent plus vite et donc on peut plus facilement les exploiter plus rapidement. Et on connaît la caractérisation mécanique des résineux est parfaitement connue et aujourd'hui ne pose pas de problème. C'est pour ça qu'on utilise principalement cette essence. Au niveau du carbone, ce qu'il faut voir dans le bois, c'est là où il a poussé, puisque le transport, vu qu'on émet peu de carbone, le transport va quand même être impactant. Donc, si on utilise des bois locaux, ça va permettre de diminuer l'impact carbone. Parce qu'il y a quelques années, ça l'est beaucoup moins maintenant, on utilisait beaucoup du bois du Nord, de meilleure qualité à l'époque, et plus performant. Donc il faisait quelques kilomètres pour venir jusqu'aux industries françaises. Il faut savoir que chez Vinci, chez Arbonis, on a tout un process de recherche et développement pour l'utilisation des feuillus, justement, parce que les forêts françaises sont principalement en feuillus, et on utilise plus de résineux. Donc on essaye de trouver une voie pour l'utilisation des feuillus. On a fait des CLT en chêne, on a fait du lamellé collé. On recherche des débouchés pour du lamellé collé en hêtre ou en peuplier. D'accord. Justement, vous me parliez un petit peu du transport qui pouvait être impactant. Je sais que Bruno Peuportier, qui est un des titulaires de la chaire éco-conception et qui était présent lors de notre première conférence sur l'objectif zéro carbone, avait rappelé que le recours au bois n'était pas sans conséquence quand même sur le plan environnemental. Il avait un petit peu nuancé l'enthousiasme général. Du coup, de quel type de difficulté il peut bien parler et comment vous le traitez ? Comme toute industrie, comme tout, pour transformer un matériau, il y a forcément des impacts.
lors de la production, si on regarde, Arbonis produit du lamellé-collé. On a 2 usines de lamellé-collé et une usine de murs ossature bois. Après, c'est en petite quantité, mais on a, pour laver les machines à colle, il y a de l'eau qui est souillée. On brûle nos déchets de bois. On l'utilise en chauffage, mais il y a un filtre pour les fumées. Et il faut savoir qu'on a toute une politique, comme beaucoup d'industriels, pour réduire tous ces impacts qui sont aujourd'hui faibles, mais on essaie qu'ils soient encore plus faibles. On va diminuer justement pour qu'il y ait moins d'eau souillée, tout notre parc de machines va devenir en parc électrique pour éviter que ce soit des machines au fioul. Donc d'ici 2020, on sera de meilleure qualité. D'un autre côté, le bois est souvent décrié pour la fin de vie parce qu'on utilise des traitements et de la colle pour les éléments en bois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la fin de vie d'un bâtiment, en fait, le bois, il peut être réutilisé. D'ailleurs, il est souvent réutilisé. Les grosses sections sont souvent réutilisées. Les poutres, ou on peut imaginer des panneaux de CLT être réutilisés dans un autre usage. Nos lamellés-collés sont certifiés Acerbois Glulam, ce qui permet d'avoir un historique et de reconnaître la pièce et de savoir quelle était sa caractéristique mécanique, et on peut la réutiliser avec une caractéristique mécanique un peu moindre, mais dans un autre temps. Donc il y a une première phase qui peut être réutilisée. Et tous les autres déchets, tout ce qui arrive sur les plateformes de traitement, on considère qu'il y a plus de 57% qui sont revalorisés dans les panneaux de particules. Ils broient les déchets avec traitement ou sans colle, et ils les réutilisent dans les panneaux de particules. Et il y a une revalorisation énergétique pour le chauffage. Et après, les déchets les plus dangereux peuvent être aussi incinérés dans comme des cimenteries avec des filtres spécifiques. Mais c'est un débouché. D'accord. Donc finalement, la fin de vie est plutôt bien prise en compte dans la filière bois pour en diminuer un maximum l'impact. Tout à fait. Il y a très peu qui finissent en décharge. Ok. Très bien. Et du coup, est-ce que pour un projet de construction, le bois, c'est la réponse adaptée à tous les projets, ou bien est-ce que dans certains cas, serait plutôt l'alliance avec d'autres matériaux, et comment cette alliance pourrait potentiellement affecter le bilan carbone d'un bâtiment? En général, les constructions bois sont toujours une mixité de matériaux. Déjà, rien que pour les fondations, elles sont forcément en béton. Tout ce qui est souterrain, ça sera du béton. En tout cas, ça ne sera pas du bois. Après, le bois la mixité du bois peut permettre justement, pour le carbone, de réduire la quantité de fondation, puisque vu que le bois est quand même un matériau assez léger, sur plusieurs projets, on a vu qu'on arrivait à diminuer la quantité donc ça rentre là dans le bas carbone. Et on peut voir dans la slide suivante, aujourd'hui, la mixité se fait sur énormément de projets. On voit un plancher connecté bois-béton sur l'École supérieure du bois à Nantes. Ça permet en général de diminuer la retombée des poutres et l'efficacité acoustique du plancher. Il y a eu aussi le stade de Nice, où la charpente, la résille extérieure, la toiture a été une mixité de bois et d'acier. L'école Le Crous de Marseille, ici, les fondations et les cages de circulation sont en béton, et le reste de la structure est en bois. Sur la Cité du Vin, c'est vraiment une mixité bois, métal et acier et béton. On voit aussi un gros projet qui est à l'Aqualagon, où on retrouve le bois, l'acier et le béton. D'accord. Et un dernier qui est la base-vie Hébert, qui est la base-vie du siège de Vinci, où là il n'y a pas de béton, c'est du modulaire bois sur une structure acier.
Très bien. Merci beaucoup Mathieu. Juste pour terminer cette deuxième table ronde avant de laisser place aux questions, je me permets de vous poser une question à vous deux, parce que là, jusque-là, on s'est concentré sur vos périmètres respectifs, mais peut-être que vous, de votre point de vue d'expert, vous voyez d'autres matériaux émergents, soit nouveaux, soit plus anciens, mais qui retrouvent une certaine actualité, et qui pourraient répondre aussi à ce défi de la construction bas carbone. Alors, François Cuisic, peut-être pour commencer. Moi, je pense que ça fait trop longtemps que je travaille dans le béton, donc j'ai du mal. Mais sur le sujet, je pense que, encore une fois, il ne faut pas considérer qu'il y a un béton, il y a des bétons. Et je pense qu'on peut effectivement avoir un développement de formulations assez nouvelles au niveau du liant, au niveau des compositions. Et d'ailleurs, parce que je parlais de retour d'expérience en durabilité sur le béton, les bétons les plus anciens, enfin tout du moins les matériaux qu'on peut appeler béton sont les bétons romains. Et finalement aujourd'hui les travaux qui sont faits pour justement développer des nouvelles formulations recourent un peu aux mêmes méthodes que ce qu'utilisaient les Romains, qui n'avaient pas de ciment mais qui avaient de la chaux, et qui utilisaient soit des cendres volcaniques, soit de la brique pilée, en fait, pour constituer des ciments qui pouvaient durcir sous l'eau et donner des structures résistantes. Donc parmi les choses qu'on regarde, il y a ça, effectivement. Il y a par exemple des métacaolins qui sont des argiles calcinées et qui s'apparentent à ce que les Romains utilisaient. Donc effectivement, parfois, il faut regarder un petit peu en arrière et peut-être redécouvrir les vertus de telle ou telle expérience passée. La paléo inspiration, qui est d'ailleurs un sujet sur lequel le blog de Léonard a consacré un article. Donc je vous invite à le redécouvrir. Peut-être Mathieu également, quelques pistes d'autres matériaux qui compléteraient un peu cette alliance, cette combinaison vers la construction bas carbone. Des pistes. Après, je ne suis pas sûr que ça soit... niveau carbone, ce que ça donne. Mais il y a des projets avec de la pierre de taille. Un projet récemment à Paris pour RIVP qui s'est fait avec une façade porteuse en pierre de taille. Et il y avait une structure, enfin les planchers étaient en CLT. Et je sais que les architectes Barrault-Persaco qui ont fait ça ont retenté et renouvellent l'expérience. Après, ça c'est les produits structuraux. Après, tous les produits autres que structure, biosourcés pour l'isolation, avec les limites que Nathalie a dit sur les avis techniques et la tenue au feu, l'acoustique. D'accord, très bien. Eh bien, c'est à nouveau au tour du public de la salle. Si vous avez des questions à poser à nos deux experts, vous avez un peu de temps, selon les mêmes règles que la première table ronde. Tout de suite, monsieur. Bonjour, j'avais une question plutôt pour Mathieu concernant la gestion des forêts. Effectivement, le bois, c'est quelque chose de bien et c'est une très belle image. Est-ce que vous vous penchez sur les questions de la biodiversité au niveau des forêts gérées par les hommes? Puisque c'est quand même c'est un point assez important. Voilà. C'est un point en effet qui est important. Les certifications FSC, PEFC parlent de biodiversité. Je ne suis pas un expert sur le sujet. Je sais que les cultures monoessences posent question sur cette biodiversité. Les choses évoluent petit à petit avec le temps. Très bien. Bonjour. Je voudrais poser une question par rapport au bois. Est-ce que vous prenez en considération le traitement du bois lors de la construction? Donc, vous traitez le bois, par exemple, pour qu'il soit plus résistant à l'eau, ou bien les cols utilisés pour l'assemblage, etc., par rapport à la construction bas carbone? Merci. Alors oui, ils sont compris dans tout ce qui est analyse de cycle de vie. Après, on essaye souvent, on utilise les traitements là où il en faut. La réglementation nous demande on suit la réglementation. Aujourd'hui en France, on est obligé de traiter les bois de structure. On le fait après, on le traite au minimum et comme il le faut. Et aujourd'hui, la dangerosité de ces traitements aujourd'hui, c'est pas considéré comme des déchets dangereux le traitement. Et sur la colle,
On pense au formaldéhyde. Aujourd'hui, d'année en année, les cols émettent de moins en moins de formaldéhyde. Et aujourd'hui, elles sont bien inférieures au seuil réglementaire. Et une chose à savoir, c'est que le bois, naturellement, émet des COV et émet du formaldéhyde. En forêt, vous êtes recouvert de formaldéhyde. Naturellement, c'est un dégagement naturel. Très bien. Ça répond à votre question. Genre, on a une jeune fille ici, et après on a un monsieur tout en haut. Donc Aurélie, si tu peux... Voilà. Ça passe de main en main. Ça l'attend. Moi j'ai une question pour Monsieur Béton. Est-ce que vous parlez de... en fait j'ai 3 questions. Vous dites que le béton c'est un matériau qui est plutôt local. Ma première question, c'est du coup le sable et tous les graviers, d'où est-ce qu'ils viennent? Pour la question, pour les bétons recyclés, quelle est la proportion quelle est la proportion de granulats recyclés sur les granulats total? Et vous parlez aussi de ciment alternatif, enfin de matériaux alternatifs pour faire du ciment. Et quels sont ces matériaux? Alors, la provenance des granulats, il y a 3 sources principales, soit les matériaux alluvionnaires, donc qui sont extraits des anciens lits des rivières, et en fait, ça c'est du local, ou c'est un peu moins local, par exemple sur la région parisienne, mais acheminé par barge, donc, ce qui fait que l'impact en termes de transport est assez faible. Sinon, on a de plus en plus des matériaux concassés. Donc là, ce sont des carrières où on fait de l'abattage de roches et du concassage, du criblage. Donc ça s'est beaucoup développé ces dernières années du fait de la raréfaction des exploitations des ressources alluvionnaires. Et puis le dernier point, c'est les ressources marines. Donc on a aussi l'exploitation de granulats marins, par exemple du côté de Nantes ou dans certaines zones côtières. Voilà. Pour l'aspect granulat recyclé, alors je parlais d'un projet national tout à l'heure, il y en a un autre qui vient de se terminer et qui justement avait pour but d'étudier la valorisation du béton démoli dans le béton. Et donc la norme prévoit déjà de pouvoir réintroduire environ 30% de gravillons recyclés en remplacement des gravillons naturels. C'est plus compliqué pour le sable. Parce que le sable, lorsqu'on concasse le béton, on a tendance à récupérer un certain nombre de produits qui ne sont pas du béton, comme du plâtre ou des choses comme ça, qui ne sont pas souhaitables pour le béton. Et le projet national a permis de faire évoluer ce taux à 40 ou 60% suivant les cas. Ce qui fait que ce que j'évoquais tout à l'heure pour le siège, on est encore au-delà de la norme et on va passer par des justifications particulières. Pour les liants alternatifs, alors il y a différentes choses qui sont regardées. Il y a par exemple des ciments sulfo-alumineux, donc c'est d'autres types de ciments que les ciments Portland habituels. Il y a aussi donc tout ce qui est, on pourrait appeler ça géopolymère, mais c'est pas forcément, ça répond pas forcément à cette définition, mais en tout cas ce sont des liants qui vont travailler à base de laitier activé ou d'argile calcinée activée également. Voilà. Donc il y a déjà des applications, mais c'est des applications pour l'instant de niche. Mais il y a beaucoup de travail de fait, sachant que la difficulté aussi avec ces liants, c'est d'obtenir la même réactivité. Parce que j'ai parlé de durabilité, de résistance, de solidité, mais ce qui est important, c'est pour le cycle de construction, c'est d'avoir des ciments qui permettent d'avoir des prises rapides et des constructions rapides, ce qui nous est demandé en permanence. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de recherches autour de ces sujets-là. Merci. Très bien. On a encore le temps pour 2 questions. Alors, on a toujours le jeune homme qui est au fond. On ne l'oublie pas. Voilà. Tout au fond, s'il est possible de le rejoindre prestement.
Merci pour cette solidarité dans le relais du micro. Très impressionnant, merci beaucoup. J'avais une question pour Monsieur Bois. En fait, c'est une question de compta carbone pur et dur. En fait, vous dites que finalement les matériaux bois stockent du carbone biogénique, et vous dites aussi que c'est vrai jusqu'à ce qu'il soit brûlé en fin de vie. En d'autres termes, en fait, quand on est dans une approche ACV, le carbone biogénique, il est neutre en fait. C'est-à-dire qu'on va stocker autant qu'on émet en fin de vie. Donc, ce que j'arrive pas bien à voir, c'est comment vous prenez en compte les gains carbone du bois dans une optique de neutralité carbone des bâtiments. Est-ce qu'il y a une manière de voir les choses intelligentes ou pas? Alors, clairement, sur le sujet, aujourd'hui, je ne pourrais pas répondre. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas pris en compte du tout. Et comment ça va l'être plus tard, je ne sais pas si Nathalie ou a une réponse sur cette... On fait appel aux intervenants du premier panel. Nathalie, si tu as plus d'informations, éclaire-nous. Alors, effectivement, aujourd'hui, du coup, un produit bois, sur son analyse de cycle de vie, l'impact finalement négatif dû à son stockage en tant que matériau bois, alors il s'annule pas tout à fait, il reste quand même un petit peu négatif une fois que je rebrûle finalement ce bois à la fin. Néanmoins, il n'y a pas que le bois, parce que le bois, il vous a dit, il faut que je le traite, il faut que je mette de la colle, etc. Donc effectivement, j'ai quand même un impact finalement qui va rester plus ou moins positif. Donc ça, c'est une première chose. Aujourd'hui, dans le cadre du calcul qui sera réglementaire, oui, on va compter comme ça, pour l'instant. C'est pour ça on est en train de réfléchir, l'État est en train de réfléchir à pouvoir aussi valoriser autrement cette construction bois, parce que clairement aujourd'hui, une analyse du cycle de vie sur un bâtiment béton ou un bâtiment bois ou un bâtiment acier, je peux avoir à peu près les mêmes performances carbone. Ce qui dérange un petit peu quand même dans nos esprits, parce qu'on se dit le bois, ça doit être environnement, donc ça doit être mieux, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, regardez les premiers bâtiments bas carbone, vous avez des bétons, vous avez des bois, vous avez de l'acier. Donc la bonne nouvelle, c'est que déjà qu'il y a de la place pour tout le monde, quoi. Néanmoins, du coup, ça arrive sur ce sujet de stockage carbone et comment je viens valoriser ce stockage. Mais après, finalement, on est en train aussi de se reposer la question, et je vais rebalancer du coup le micro chez François. Le béton aussi, à un moment donné, il peut stocker, il peut faire des choses, et comment je vais venir valoriser ces stockages de ressources à un moment donné dans chaque matériau. Donc ça, oui, l'histoire reste encore à écrire. Peut-être. François, du coup. Merci Nathalie pour la passe. Oui, donc en fait, donc je vous ai expliqué effectivement qu'au moment de la fabrication du ciment et du béton, on avait une certaine quantité de CO2 qui était émis. Mais la partie dont je vous ai parlé, qui était finalement propre à la fabrication même du ciment, c'est-à-dire la décarbonatation du calcaire qui est utilisé pour faire le ciment, ce calcaire va se retrouver ensuite dans les hydrates du ciment, et le béton va se carbonater. Donc la carbonatation du béton, le CO2 qui pénètre dans le matériau, qui réagit justement avec les phases correspondantes, et c'est des choses aussi qu'on est en train de comptabiliser. Alors évidemment, ça ne stocke pas comme du bois, et ça stocke en pot pendant la vie de l'ouvrage. En fait, c'est un phénomène de pot, donc tout dépend après effectivement de la massivité des pièces. Par contre, en fin de vie, si on regarde la fin de vie, effectivement, là, on peut à terme avoir une carbonatation assez importante et recouvrer une bonne partie de ce qui avait été émis lié à la décarbonatation du calcaire initial. Donc c'est pas négligeable, et c'est des choses qu'on est en train d'introduire aussi dans les normes. Très bien. Et une dernière chose qui n'est pas sur le carbone, mais un des points positifs du bois, c'est qu'il est renouvelable, c'est un matériau renouvelable. Okay. Et j'ai Anne-Sophie en coulisses qui a aussi envie d'ajouter un mot. Oui, je voulais ajouter un mot, c'est que c'est tout l'intérêt de l'analyse de cycle de vie. C'est que finalement, on a un outil qui nous permet de comparer des choses qui a priori ne l'étaient pas. On voit bien que chaque produit en fait a des émissions qui vont être différentes. Le bois va plutôt capter en amont et puis éventuellement relarguer à la fin. Le béton, c'est l'inverse, c'est justement l'inverse. Et c'est ça qui est génial avec l'analyse de cycle de vie, c'est que ça nous donne un outil
qui nous permet de lire en fait de façon scientifique et transparente les émissions de chacun, quel que soit effectivement son cycle, enfin sa façon de se comporter au regard du carbone. Très bien, merci Anne-Sophie. Alors, j'ai quelqu'un qui a le micro et ce sera la dernière question. Donc, pour toutes les questions suivantes, n'hésitez pas à aller voir directement nos intervenants qui se feront un plaisir de vous répondre. Monsieur. Donc, j'ai une question pour Monsieur François, Monsieur Béton. On a vu apparaître à peu près depuis une dizaine d'années des bétons haute performance et très haute performance qui sont censés peut-être affiner avec le temps la taille de nos structures. Est-ce qu'on va pouvoir ajouter certains granulats recyclés également sur ces bétons-là, et dans ce cas-là, ça nous permettra d'avoir des structures très fines et en même temps propres ou alors neutres? Alors effectivement, c'est un point qu'on n'a pas abordé, c'est-à-dire que, enfin si, on a parlé quand même d'économie de matière. Donc c'est vrai qu'avec des bétons plus performants, on peut imaginer faire quelques économies de volume. Par contre, combiner les deux, ça devient compliqué parce que le béton, c'est souvent un équilibre en fait. Et quand on utilise des granulats qui sont issus de la démolition, on a quand même un niveau de performance du granulat qui est moindre que celui des granulats naturels. Donc c'est pas impossible, mais ça devient quand même un peu un grand écart. Ce qui avait été regardé, je cite juste à titre d'exemple parce que c'est assez amusant, c'est les BFUP. Il y a eu des expérimentations, donc béton fibré ultra performant, qui permettent effectivement de faire des structures très, très fines. Et en fait, il y a eu une expérimentation de recyclage et même de double recyclage, c'est-à-dire démolition de BFUP, utilisation des granulats de démolition comme granulats dans le BFUP, et on a montré que, tout du moins en laboratoire, on pouvait comme ça recycler 2 fois le BFUP en ayant des propriétés qui sont relativement stables. Voilà. Mais bon, ça reste quand même un peu parce que le BFUP, on parlait de durée de vie des ouvrages, il n'est pas fait pour être démoli sous un délai faible. C'est plutôt un matériau qui a une très très grande durabilité. Mais bon, de façon générale, c'est difficile de coupler un peu, de jouer sur différents tableaux. Souvent, quand on va jouer sur un levier, on a une autre performance qui va aller dans l'autre sens, et c'est pas simple. Très bien. Bien, merci beaucoup à vous 4 et merci à vous de vos questions. Donc, comme nous vous l'avons introduit en début de conférence, cette série de conférences se prolongera en fin janvier avec le dernier volet, le 29, sur la question de la rénovation, voilà, donc pour atteindre l'objectif bas carbone. Avant ça, bien entendu, retrouvez-nous donc le 21, donc lundi prochain, pour l'événement de la Fabrique de la Cité, et le jeudi pour le retour donc de nos équipes de Léonard sur les technologies qui ont pu être repérées au cours du CES. Et bien entendu, pour suivre tous nos autres événements, j'essaie de capter une dernière fois votre attention avant que vous partiez tous sur le buffet. N'hésitez pas à nous suivre sur notre newsletter et bien sûr tous nos réseaux sociaux. À présent, vous pouvez tous vous retrouver, discuter ensemble et avec les intervenants. Merci à vous.